Bonjour et merci de participer à notre webinaire intitulé Préparer les collectivités à la gestion de la crise. Ce webinaire sera co-animé par M. Joël Martinet, le directeur général du conseil départemental du Cher, département 18, par Michael Macnon, responsable gestion des risques et de crise, ainsi que par moi-même, Marc Fessler, cofondateur et directeur associé de Carinel. Lors de ce webinaire, nous allons aborder les concepts suivants. Concept de crise, enjeux stratégiques de la gestion de crise, comment peut-on préparer l'organisation à la crise et comment peut-on vérifier que l'organisation est bien préparée pour affronter la crise à travers les exercices. Commençons donc par le concept de crise. Nous allons commencer par essayer de comprendre ce que c'est la crise. La crise est un terme qui est utilisé souvent, qu'on entend dans des médias, des discussions entre amis et collègues. Elle peut toucher divers domaines tels que l'économie, la santé, l'environnement, l'organisation et beaucoup d'autres. Mais est-ce que le terme crise, le mot crise n'est pas utilisé trop souvent pour adresser les domaines tels que urgence, la vie quotidienne ou autres? Donc, je pense que la crise peut être définie comme un bouleversement soudain et profond qui affecte un système, une organisation, et qui met en péril aussi bien sa stabilité que son fonctionnement. Il existe évidemment plusieurs types de crises. Nous avons traversé une il n'y a pas si longtemps que ça, la crise de Covid. Certaines entreprises font face à des crises économiques, les crises de stabilité, les crises financières, etc. Les crises peuvent avoir des causes multiples. Vous voyez sur l'écran quelques exemples, que ce soit Tchernobyl, que ce soit les cyberattaques, ou encore la crise Covid, les incendies ou les attaques terroristes. Les crises mettent réellement en péril le fonctionnement normal, mais parfois même le survie d'une organisation ou d'une entreprise. La crise, quelle qu'elle soit, possède plusieurs dimensions qui interagissent pour créer un système complexe. Si vous prenez l'exemple des crises que nous avons traversées ou que vous avez traversées au sein de votre organisation, au sein de vos collectivités, vous pouvez facilement constater que les crises ont plusieurs aspects, que ce soit l'aspect financier, que ce soit l'aspect humain, que ce soit l'aspect communication, l'aspect image de marque, etc. Dans tous les cas, on ne peut pas traiter un seul aspect de la crise, tout simplement parce que la crise affecte plusieurs domaines. Donc, on est obligé de traiter la crise comme étant un système complexe et gérer l'ensemble de ces dimensions. Parlons donc du cycle de vie de la crise. Il est important de comprendre le cycle de vie d'une crise pour pouvoir y faire face. D'une manière générale, le cycle suit une trajectoire prévisible de l'incubation à la sortie de la crise et chaque phase présente des défis uniques et nécessite une approche adaptée. Selon les différentes écoles, selon les différentes personnes avec qui on parle, les experts des crises, la crise peut avoir 4, 5 ou 6 phases. Pour simplifier, nous avons décidé de parler de 4 phases qui vont de l'incubation de la crise en passant par le déclenchement, le redressement et la sortie de la crise. Quand on parle d'incubation, on parle surtout des signaux faibles qui doivent être détectés pour pouvoir soit minimiser l'impact de la crise, soit l'éviter. Si ces signaux faibles ne sont pas détectés, la crise va en effet éclater. Michael va parler de la manière dont ces signaux faibles sont identifiés au sein du conseil départemental du Cher. Le déclenchement de la crise marque le point de rupture où la crise éclate et devient apparente. Ça peut être résultat d'un événement soudain imprévu ou d'une accumulation des facteurs qui atteignent un seuil critique. Le déclenchement peut être accompagné de chaos, de confusion, de panique, on en parlera, ou il peut être mis sous contrôle. Le redressement, parfois on parle de la phase de cicatrisation, c'est le moment où les mesures sont prises pour atténuer les effets de la crise et rétablir une certaine stabilité.
Cela implique les interventions d'urgence, les PCA, les PRA, mais ce n'est pas le but d'expliquer en détail ce que c'est de ce webinaire. On aura l'occasion d'en reparler lors des autres webinaires. Pendant cette période, dans tous les cas, il est important de restaurer la confiance et la crédibilité. Et puis la dernière phase, c'est la sortie de la crise. À ce stade, les efforts sont concentrés sur la résolution complète des problèmes et puis la restauration de la normalité. Il est important de savoir que la normalité après la crise n'est pas la normalité avant la crise, car la crise est toujours une occasion d'avancer et d'améliorer l'efficacité d'une organisation si on s'y intéresse et si on met en place les moyens pour la résolution rapide et en tout cas efficace de cette crise. Les impacts. Au début, j'ai parlé des crises, des urgences, etc. Donc là, vous voyez sur l'écran plusieurs exemples. Vol d'un ordinateur chez l'ingénieur de Thales qui a évité le calcul de taux de cotisation pour des salariés. Le coût des vols estimé à 1 milliard d'euros dans nos bâtiments. Les agents de sécurité qui sont intervenus un peu tard et ça a coûté la vie à une personne. Le but de cette discussion n'est pas rentrer dans les détails, est-ce que c'était la crise ou est-ce que c'était autre chose, mais globalement dire que chaque crise a un coût, que ce soit un coût humain, que ce soit un coût financier, que ce soit un coût d'image, etc. Donc, une crise n'est jamais transparente. Les causes, on a parlé des causes au début, mais au-delà des causes, il y a aussi les impacts qui sont bien évidemment multipliés selon un certain nombre de critères. Les effets se combinent et à partir du moment où ils se combinent, l'impact sur l'organisation est extrêmement important. Donc, il y a les impacts humains, il y a les impacts matériels, réputation, réseau commercial, managérial, etc. Donc, ça, ce sont les effets. Mais il est évident que plus le nom est connu, la marque est puissante, plus sa réputation sera mise en cause en cas de crise, surtout si la crise dure. Donc, je ne vais pas parler des marques d'alimentation où les gens refusaient d'acheter des pizzas parce qu'on a trouvé un tel ou tel élément, mais ça concerne tout. La nature d'activité, évidemment, a aussi un facteur déterminant dans l'application des impacts de crise. On parlera tout à l'heure de l'attitude des dirigeants, mais ça dépend de quelle manière les dirigeants gèrent la crise. Est-ce qu'ils sont transparents? Est-ce qu'ils savent gérer la crise, etc. Et puis, évidemment, la nature de la crise a aussi son importance au niveau des effets et au niveau des impacts sur la crise. On a l'habitude de dire qu'il y a deux manières de gérer la crise, la bonne et la mauvaise. Donc, la bonne, c'est qu'on a mis en place les outils, les moyens pour pouvoir y faire face. La mauvaise, c'est la crise. De la crise, on part en mode chaos. Et donc, quelles sont les raisons principales? C'est l'improvisation, rien n'a été préparé. Le déni de la crise, on ne veut pas l'avoir et on fait comme si de rien n'était. Et puis, la panique, c'est-à-dire on est en mode crise, on perd complètement les moyens et on laisse la crise de nous gérer plutôt que nous gérer la crise. Je vais passer la parole à M. Joël Martinet qui parlera un petit peu de la crise Covid. Donc, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci. Au sein du département du Cher, j'étais, avant d'être directeur général des services, directeur général adjoint en charge des ressources et de l'aménagement. Effectivement, nous avons eu, comme toutes les collectivités de France et de Navarre, à gérer la crise Covid. Mais au-delà de ça, par mes fonctions diverses et variées dans les collectivités depuis près de 20 ans, je me suis aperçu que très clairement, les fonctionnaires territoriaux ne connaissaient pas en général la gestion de crise. Nous n'étions pas acculturés à ce phénomène. Et la crise Covid a été révélateur de nos difficultés au sein du département du Cher, mais comme d'autres collectivités. Alors, bon an, mal an, on a réussi à s'en sortir, on a réussi à faire face. Et quand j'ai été nommé directeur général des services en juillet 2021, j'ai fait le constat qu'au sein de notre collectivité, il nous manquait quand même une véritable culture de gestion des risques et des crises, et qu'il était nécessaire d'élaborer et de diffuser cette culture de gestion.
Et donc, j'ai décidé de proposer à notre président la création d'un poste de chef de projet pilotage des risques et gestion de crise, euh, dont Mickaël s'est présenté tout à l'heure, qui est essentiellement chargé du management des situations de crise de niveau stratégique qui sont susceptibles d'atteindre notre collectivité. Donc, un département, on a, comme je vous l'ai dit en introduction, on a de multiples compétences. Très clairement, nous pouvons faire face à des problèmes liés à nos infrastructures routières avec problématiques de diffusion et de retard suite à un accident, mais pas que, puisque nous avons aussi en charge de la protection de l'enfance. Et on peut être confronté très rapidement à une gestion d'un événement qui peut se transformer en crise, notamment une crise qui peut être d'ordre médiatique ou une crise qui peut aussi toucher nos bâtiments. Nous avons des structures où nous accueillons entre 2 à 400 agents sur un site, donc forcément, il est nécessaire qu'on se prépare à cette gestion du risque. Comme beaucoup de collectivités, nous redoutons le risque de cybersécurité et surtout d'une attaque cyber et on se doit de se préparer. Et je pense que les collectivités ont tout intérêt à se préparer à ces risques et il est nécessaire d'avoir auprès de la direction générale un agent qui est dédié pour amener sur cette culture du risque et sur cette appropriation, cette acculturation. Mickaël y reviendra tout à l'heure sur ce webinaire, mais véritablement, c'est lui l'artisan de notre acculturation à tous. C'est lui qui nous permet aussi d'élaborer, bien entendu, nos plans de continuité d'activité, nos plans de reprise d'activité selon divers crises. Donc, on a travaillé notamment sur la cybersécurité, mais pas que. Et surtout, c'est d'impliquer l'ensemble de la hiérarchie dans le processus des gestions de crise, aussi bien en amont avec la prévention que la préparation à la gestion de la crise, la planification, mais aussi comment on répond à cette crise sous toutes ses facettes et comment aussi on en tire une certaine expérience pour que si ça devait se reproduire, qu'on soit encore plus performant. Voilà en gros pourquoi j'ai décidé de proposer la création d'un tel poste au sein de notre collectivité. Et je pense que c'est très important et on voit que de plus en plus de collectivités sont en train de créer ces postes, notamment dans les départements, mais aussi dans les grosses collectivités. Et pas uniquement dans les collectivités de type commune ou intercommunalité qui ont des plans de prévention, enfin gestion inondation ou des risques particuliers liés à leur territoire. Et c'est là où c'est le plus dur à faire comprendre, c'est que une collectivité peut avoir pléthore de risques et pas seulement l'inondation, pas seulement le feu de forêt quand on est une commune, puisque par exemple un département, on est un acteur de 2e niveau sur les inondations, les feux de forêt et autres, et il est nécessaire de se préparer pour tous les autres risques, notamment cybersécurité, tout ce qui est lié à l'atteinte à nos différentes structures, mais aussi l'atteinte à l'image de notre collectivité qui est aussi très important désormais avec les réseaux sociaux. Voilà les motivations qui ont conduit à la création de ce poste. Merci Joël. Je vais reprendre un petit peu la parole, juste avant de passer à Mickaël. Préparer l'organisation. Comment on peut préparer l'organisation à la gestion de crise? Donc c'est vrai qu'avant de parler de ça, on a pu discuter, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes, prospects, clients dans le monde professionnel et personnel, et pour une raison que j'ignore pour le moment, tout le monde pas tout le monde, mais une partie des gens part du principe que gestion de la crise, ça se passe uniquement au moment de la crise. Je pense que c'est une approche un petit peu erronée.
parce que, en effet, les objectifs de la gestion de crise, au moment où la crise éclate, c'est de limiter les impacts de cette crise et revenir au plus vite en fonctionnement normal. Mais généralement, la gestion de crise, c'est un processus de préparation à des événements inattendus et indésirables. En fait, gérer la crise, c'est gérer l'inattendu. Donc, les événements inattendus qu'on connaît, qui ont pris plusieurs personnes par surprise, le Covid, la guerre en Ukraine, crise énergétique, etc. Bon, crise énergétique peut-être un peu moins, mais en tout cas, Covid et la guerre en Ukraine, ce sont les événements auxquels nous n'étions pas forcément préparés. Donc, c'est vrai que la gestion de crise commence bien avant la crise et continue pendant le moment de déclenchement de la crise. Je disais, je me répète un peu, mais c'est vrai qu'au moment où la crise est déclenchée, l'objectif, c'est limiter les impacts et revenir en fonctionnement normal, mais tout ça, ça se prépare bien en amont. Donc, il y a au moment où la crise se déclenche, on travaille sur les deux phases dont on a abordé, qui sont le déclenchement et le redressement. Après, il y a au niveau de gestion, il y a les crises internes, il y a les crises externes, etc. Mais quoi qu'il en soit, la première chose à faire, c'est évaluer les risques potentiels pour s'y préparer, avoir les outils nécessaires à la gestion de la crise, avoir une équipe qui gère la crise, implémenter le plan de gestion de crise pour justement être capable de faire face à cette crise et limiter les impacts de sortir de cette crise le plus rapidement possible. Quelles sont les clés? Les clés, c'est la proactivité. Au moment où la crise arrive, se rendre compte qu'elle est arrivée et travailler, faire tout pour la mettre sous contrôle. Le contrôle et la transparence, l'engagement, l'efficacité et la diligence. Donc, c'est vrai que c'est les grands mots, mais globalement, c'est ces quatre notions qui se traduisent par les actions sont les choses qui permettent de gérer la crise d'une manière contrôlée et éviter que la crise se transforme en chaos. Les éléments clés de préparation, je vais laisser parole à Michael qui expliquera ce qui a été fait au niveau du département. Michael, il faudra juste me dire à quel moment je passe au slide suivant. Parfait, merci beaucoup. Alors du coup, effectivement, là je reprends la diapositive concernant la préparation d'organisation, donc il y a un certain nombre de points, l'analyse des risques, les moyens de détection, moyens de continuité d'activité, moyens de gestion et de communication de crise, puis après tout ce qui est formation et simulation. Donc formation et simulation, c'est plus effectivement sur la fin de la présentation. Par contre, oui, je vais m'attacher à vous présenter un peu plus précisément certains points. Donc Marc, là je veux bien que tu passes la diapositive. Voilà. Donc voilà, alors déjà avant tout, ce qui était important au sein de la collectivité, parce que bon, effectivement, au sein du département du Cher, il n'y avait pas d'organisation de crise au départ, rien du tout, hormis les PCA qui avaient été élaborés, notamment par rapport à la crise H1N1, après qui ont été réactualisés par rapport au Covid. Mais sinon, en termes d'organisation de crise à proprement parler, donc effectivement, au sein de la collectivité, il n'y avait rien qui existait. Donc du coup, effectivement, l'un des premiers travaux à faire, c'était effectivement mettre en place un plan de gestion de crise propre et adapté à la collectivité. Donc du coup, pour voir effectivement qu'est-ce qu'on entend par organisation de crise et quels sont les moyens qu'on se donne et quels sont les moyens qu'on a à disposition. Quels sont les moyens qu'on se donne et les objectifs qu'on se donne, et après, comment on met un petit peu en mouvement tout ça. Alors, sans être forcément ambitieux, bon, après, des plans de gestion de crise, ça peut faire écho à des plans communaux de sauvegarde, tout à fait, mais l'idée, c'est effectivement mettre les choses à plat pour avoir, on va dire, un dialecte de base pour pouvoir après communiquer avec l'ensemble des échelons de la collectivité, la direction générale, mais les directions, puis également les cadres. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par faire un projet de plan de gestion de crise. Je dis projet volontairement parce qu'en fait, c'est un document qui n'est pas figé. Bien sûr, je sais éperdument que c'est un document qui va évoluer dans le temps, pour le coup, parce que aujourd'hui, je pense que notre maturité évolue. Donc, effectivement, il faut commencer à amorcer une pierre. Et ça, c'est un premier point qui est important, c'est que, en fait, même si on a un plan de gestion de crise, dans tous les cas, il faut accepter qu'il soit remis en question rapidement.
et en fonction de nos évolutions, de nos problématiques. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est encore à l'état de projet. Donc je demande régulièrement à nos directions de challenger ce document. Donc effectivement, il y a un certain nombre de retours. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Donc après, au niveau du contenu, ça reste assez classique, mais bon, c'est là où on se rend compte malgré tout que on a, dans toutes les collectivités, c'est là qu'on découvre des ressources qu'on ne connaît pas, pour le coup. C'est vrai que dans les collectivités, on a beaucoup de ressources, sauf que le fait de faire ce travail et cet exercice d'un petit peu voir, ça permet de remettre à jour certains moyens auxquels on n'aurait pas forcément pensé au moment de la gestion de crise, d'où la nécessité d'anticiper. Donc après, dans le plan de gestion de crise, donc on a mis en place une organisation, on a mis en place une organisation après qui est propre au département du Cher. Après, si toutefois il y a des questions en fin de session, je pourrais y répondre plus précisément. Après, je ne vais pas forcément entrer dans le détail. On a travaillé sur une cellule décisionnelle, une cellule opérationnelle, une cellule de communication. Bon, on va dire, on a essayé d'adapter un modèle qui correspond un peu à nos problématiques. Là, encore une fois, je pense que à chaque collectivité d'adapter une organisation qui soit adaptée à son environnement et ses moyens, pour le coup. Donc après, bien sûr, il a fallu identifier tous les annuaires, toutes les personnes ressources au sein de la collectivité. Donc les personnels d'astreinte, les personnels ressources par rapport à tel ou tel moyen, etc., etc. Donc après, un autre point qui est important, c'est tous les éléments de communication. Alors on a parlé de crise cyber, donc effectivement, crise cyber veut dire que potentiellement on perd nos lignes téléphoniques, enfin en tout cas les fixes. Donc après, c'est comment on fait pour restaurer un accueil virtuel, comment on fait après pour organiser quand même les appels téléphoniques. Donc ça, c'est des éléments qu'on a travaillé dans notre plan de gestion du crise cyber. Puis après, par ailleurs, d'autres outils effectivement qu'on a mis en œuvre, là pour le coup, un système d'alerte de SMS en masse, pour le coup. Puis après, on travaille aussi avec une application téléphonique, alors type WhatsApp. Alors ça paraît peut-être, ça peut prêter à sourire quand on en parle comme ça, sauf qu'on se rend compte qu'en cas de crise, surtout en cas de crise cyber, le premier vecteur qui risque d'être touché, par retour d'expérience des autres collectivités qui se sont fait impacter, c'est la communication. Et là, pour le coup, le fait d'avoir anticipé cet outil, qui est un outil simple, alors là c'est Signal, ça permet effectivement d'étayer tout ça et avoir déjà tous les réseaux de communication qui puissent redescendre rapidement de manière descendante. Donc après, on ne peut pas le mettre en œuvre avec tous les agents, mais voilà d'autres exemples. Après, dans l'organisation de gestion de crise, j'y suis toujours, on a travaillé également, on a créé effectivement une salle de gestion de crise, pour le coup. Donc après, on l'a équipé en télécommunication, on l'a sécurisé, on a listé un matériel pour qu'il puisse être déployé rapidement. Là, à titre d'information, j'ai reçu aussi une formation de coordinateur de cellules de crise. Donc là, ça m'a beaucoup aidé justement pour organiser cette salle de crise, pour le coup. Donc ça, c'est vrai que ça a été très intéressant également. Après, en termes d'organisation aussi de la gestion de crise, il a fallu, notre direction générale est pourvue d'une astreinte qui tourne en 24/24. Donc là, il a fallu aussi, j'ai retravaillé également sur une valise d'astreinte numérique pour permettre à l'ensemble des membres de la direction générale d'avoir accès à tous les outils numériques via leur smartphone. Donc ça leur permet de tout de suite, si toutefois il y a un bâtiment qui est impacté, de tout de suite être en capacité, même à distance, de consulter un dossier réflexe d'un bâtiment, quitte à le diffuser au service de secours, si toutefois c'était une nécessité. Donc avec les plans de gestion de crise qui sont accessibles de manière dématérialisée, et tout un tas de choses d'annuaires, les différents annuaires d'astreinte des différents services d'astreinte opérationnels dans la collectivité. Bon, après, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a derrière le volet organisation de crise. Après, sur la matrice des risques, donc ça c'est important, c'est... ouais, non Marc, reste bien sûr cette diapositive pour l'instant. Donc ce qu'on a fait... Tu me dis quand je bouge. Ouais, pas de souci. Je te dirai, Marc. Du coup, sur la matrice des risques, ce qui est important aujourd'hui, ça c'est un point qui est fondamental et un point d'attention, même si M. Martinet veut reprendre pour compléter, c'est qu'aujourd'hui, c'est la nécessité pour la direction générale d'avoir une vision globale. Dès qu'on est dans une structure importante avec énormément d'échelons hiérarchiques, alors c'est vrai sur le papier, sauf que sur le terrain, on sait très bien que les remontées d'informations pour essayer de détecter les problématiques, ça fonctionne peu ou pas forcément. Après, il y a la crainte de la remontée d'informations, la crainte de la sanction. On se rend compte,
encore au quotidien que en fait, les remontées d'informations sont très faibles. On a plein de retours d'expérience où, sur des événements relativement importants, la direction générale était parfois informée 3, 4, 5 jours après. Donc, Ouais, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à être pas satisfaisant en termes sur la remontée d'informations. Je laisse Monsieur Martinet compléter, je pense qu'il y a des choses à dire à ce niveau-là. Oui, oui, effectivement, Mickaël, vous avez raison d'insister sur ce point et je pense que c'est très important, la remontée d'informations et c'est pour ça qu'on a mis en place, avec Mickaël, une remontée de signaux faibles, parce que, effectivement, j'avais, malgré des hiérarchies qui savent remonter les informations, mais avec tous les échelons, un retard, significatif, pour avoir les infos et donc on a mis plusieurs petites applications qui nous permettent d'avoir, des remontées en temps réel ou des remontées plus posées avec quelques heures de décalage, le temps qu'on ait les bonnes informations pour remonter à nos élus et ça c'est vraiment primordial et franchement j'invite, les uns et les autres à mettre en place ces dispositifs parce que c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Alors effectivement, là aujourd'hui, donc ça évolue. Donc là, il y a un gros travail, parce que l'acculturation de la remontée d'informations et la remontée des signaux faibles, c'est pas forcément évident, parce que la première question que les cadres se posent la plupart du temps, c'est qu'est-ce qu'un signal faible? Donc il a fallu, alors fort de tout ça, du coup, donc on a établi une note de service il y a à peu près 1 an, pour présenter un petit peu une approche, on va dire une approche présenter en fait une politique de gestion globale des risques, alors qui a pour vocation pas forcément traiter uniquement, c'est pas, là on sort du volet risque professionnel, on prend bien sûr tous les risques que la collectivité, tous les risques auxquels la collectivité peut être confrontée, et notamment par rapport à des choses ou des événements qui pourraient impacter la responsabilité pénale ou autre de la collectivité. Voilà. Ou des événements qui pourraient survenir à nos usagers ou des problématiques qui sont liées effectivement aux différents services qui sont à destination de nos usagers. Donc voilà, une vision vraiment globale. Donc ça, c'est une étape, je pense, qui est. Alors, on a évolué par rapport à ça. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire pour le coup, parce que bon, on a mis en place un certain nombre d'outils. Ça, c'est clair. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la collectivité, on a énormément d'outils par rapport à des constats d'assurance, par rapport à des déclarations de demande de travaux bâtiments. En fait, dans toutes les collectivités, je pense qu'il y a énormément d'informations qui sont présentes, mais par contre qui ne sont pas exploitées sous l'angle de la sécurité, justement. Il y a tout un tas de demandes de bâtiments, par exemple. On va dire 90% des demandes de bâtiments, on est sur des choses sans importance. Par contre, effectivement, dans ces demandes-là, on constate qu'il y a certains sujets qui peuvent nécessiter effectivement de se poser un peu plus la question sous l'angle des risques et de la sécurité. Voilà, c'est vraiment un petit peu l'approche des signaux faibles. Et justement, donc on a travaillé sur des outils de remontée d'informations d'un côté, et puis après, à mon niveau, alors pour le moment, je suis tout seul parce que c'est vrai que c'est compliqué de suivre tous les outils de remontée d'informations qu'on a par rapport à des systèmes de suivi juridique, des systèmes de dépôt de plainte, des systèmes de déclaration d'accident de service, etc. Toute cette mine d'informations, en fait, pour le coup, c'est très très riche de retours d'expérience justement pour détecter un petit peu des risques qui pour l'instant sont qu'à l'échelon signaux faibles, mais qui, si on ne les traite pas à minima, demain pourraient peut-être engager un événement majeur. Et tout ça, en fait, toute cette réflexion, l'objectif, c'est que ça alimente des cartographies des risques. Alors là, je suis en train d'amorcer ce travail-là avec l'ensemble des directions. Là, j'y vais doucement parce que je sais que je suis encore pas complètement arrêté sur le modèle de cartographie des risques. Néanmoins, la démarche est déjà lancée, donc j'ai déjà expérimenté ça auprès de certaines directions. Mais là, je suis encore sur la phase d'essayer de trouver l'outil adapté. C'est-à-dire un outil qui soit suffisamment opérationnel et qui ne fasse pas trop peur non plus, et là, il faut que le curseur soit bien adapté au regard justement du degré d'acculturation de notre collectivité. Parce que pour certains directeurs, tous ces travaux sont d'une évidence extrême. Par contre, on n'a pas forcément le même niveau d'attention au niveau de toutes nos directions. Et là, ça sous-entend qu'il y a encore un travail d'acculturation qui est important à faire par rapport à ça. Donc, bien sûr, l'idée, c'est que derrière la cartographie des risques, donc on ait une matrice ou un registre des risques qui permettent effectivement de dégager des scénarios de crise, en tout cas des risques. Et après, effectivement, la gestion de crise, après, c'est une réponse possible.
Après, derrière, on peut aussi mettre en place des actions de prévention ou de protection, c'est aussi une réponse. Travailler également sur le volet de l'assurance, puis après, aussi travailler sur la notion de plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Là, clairement, aujourd'hui, on a des gros travaux qui sont amorcés sur l'ensemble de nos directions. Donc, les plans de continuité d'activité sur le volet crise cyber, aujourd'hui, on a bien évolué. Donc, il y a encore des choses à faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont bien été anticipées. Par contre, quelque chose un sujet sur lequel il faut encore que l'on progresse, c'est sur la reprise d'activité. Aujourd'hui, je pense que, eu égard encore une fois les retours d'expérience des autres collectivités, cette partie-là, en général, est souvent sous-évaluée en termes de moyens. Donc, du coup, là, on a encore ce travail-là à continuer sur ce volet-là. Voilà. Donc, après, si je continue sur la diapositive d'après, effectivement, donc la veille, c'est important. Tout ce qui est captation des signaux faibles, donc c'est là où on a fait un grand travail, hein. Donc, parce que jusqu'alors, au niveau des agents, on avait déjà des outils de remontée d'informations. Donc, tout ce qui est registre de santé-sécurité, il y avait déjà tout un tas de documents déclaratifs qui sont devenus institutionnels aujourd'hui dans notre collectivité. C'est tout ce qui est fiche de relevé des agressions et tout ce qui est fiche un petit peu de déclaration de mal-être au travail, pour le coup. Donc, en fait, on avait 3 vecteurs d'information qui sont déjà aujourd'hui bien mis en place dans notre collectivité. Alors, c'est des outils qui ont été mis en place entre 2015 et 2018. Et là, aujourd'hui, c'est des outils qui sont bien fonctionnels et la plupart de nos agents ont bien compris l'intérêt de ces outils, pour le coup. Et là, en termes d'exploitation des signaux faibles, là, pour moi, c'est une mine d'or très intéressante parce que ça me permet déjà d'avoir une vision de remontée terrain-agent. Et donc après, il a fallu compléter également avec des outils, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, auprès des cadres, pour leur permettre effectivement de remonter simplement d'un côté des signaux faibles et de l'autre, effectivement, des événements majeurs. On a fait la nuance parce qu'effectivement, c'est ce que disait un petit peu Joël Martinet tout à l'heure, il y a des choses où c'est pas forcément très grave, un signal faible, si c'est pas remonté de manière immédiate, c'est pas forcément très très grave. Par contre, certains événements qui peuvent impacter, pour lesquels les enjeux sont beaucoup plus forts, là effectivement, il faut que la remontée d'information soit très rapide pour le coup. Et c'est en ça, effectivement, on a travaillé sur les applications téléphoniques qui doivent être utilisées dès qu'un cadre a, en lisibilité un événement majeur, il doit effectivement communiquer directement sur le portable, ce qui permet effectivement à l'ensemble des membres de la direction générale d'avoir l'information en temps réel. Donc après, à mon niveau, si je vois qu'il manque un certain nombre d'informations, que l'information n'est pas suffisamment précise, après on va retourner vers le chef pour compléter les informations. Mais donc voilà, je ne vais pas trop en dire plus pour l'instant, parce que sinon je peux parler trop. Comme je vois l'heure qui tourne, je vais redonner la parole à Marc. Merci Michael, merci Joël. Donc, Michael a parlé des moyens de continuité d'activité. Bon, c'est sûr que pour que la continuité puisse s'opérer de la meilleure manière, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Michael a parfaitement bien couvert ça, donc je vais rattraper le temps pour qu'on reste dans le temps prévu. Donc, bon, évidemment, c'est l'organisation humaine. Ce sont des procédures qui ont leur importance. Au-delà de faire des procédures, il faut qu'elles soient aussi connues. Celle des moyens informatiques. Dans le cadre d'une crise cyber, quand il n'y a pas d'informatique, il faudra imaginer d'autres solutions, y compris l'impression, en tout cas de papier. Et puis, moyens physiques, comme disait M. Martinet au début, qu'il y a 200-400 agents qui sont sur un site et le site n'est plus accessible, n'est plus opérationnel. Il faut imaginer d'autres solutions. Quelques mots pour parler des moyens de gestion de la crise. La partie la plus importante, en tout cas la partie la plus importante, une des parties importantes pour avoir une gestion de crise digne de ce nom, c'est d'avoir une cellule de crise sur laquelle s'appuyer. Excusez-moi. La raison d'être de la cellule, c'est d'aider une organisation à minimiser, voire éviter un problème majeur, et en cas de catastrophe, de la gérer et permettre à rétablir très rapidement. Donc, c'est quoi son rôle? D'une part, c'est surveiller et détecter les premiers signes d'une situation d'urgence, donc que ce soit une cellule complète, ou que ce soit un responsable gestion de crise, responsable gestion des risques, etc., qui les détecte à travers tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. À la limite, peu importe, mais il faut que ça se fasse. Évaluer l'impact de la crise, activer la réponse à la crise et le système de gestion de crise, mettre en œuvre les mesures d'urgence et les plans d'urgence,
communiquer les informations importantes à toutes les parties prenantes. C'est vrai qu'au moment de la crise, il est essentiel que l'ensemble des personnes, en tout cas l'ensemble des parties prenantes soient au courant. Organiser les services de soutien, que ce soit l'informatique, que ce soit physique, etc. Assurer la coordination avec les différents intervenants et identifier la sortie de la crise. Donc, c'est vrai que là, on parle de la gestion de la crise et de la cellule, tout ce que j'ai listé, ce sont les choses nécessaires pour la gestion, en tout cas pour le rôle de la cellule de crise pendant la crise, mais même après, à la sortie de la crise, cette cellule doit continuer à exister, peu importe sa forme, pour aussi bien effectuer un rétex, pour réviser les plans de gestion de crise, s'assurer de disponibilité de ressources, communiquer les changements aux intervenants si changement il y a, parce que chaque crise permet de progresser, aussi bizarre que ça puisse paraître, organiser les formations, etc. Donc c'est vrai que la cellule de crise, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de la gestion de crise. Pour résumer tout ce que j'ai dit, c'est un lieu capital en termes d'organisation. C'est le lieu où on centralise la gestion de la logistique et de la stratégie de communication. Les personnes qui font partie de la cellule, c'est les responsables et les décideurs. Et puis, elle peut inclure aussi des intervenants externes pour aider à résoudre la crise. Je vais passer très rapidement sur le plan de communication, parce qu'on peut parler de ce plan-là pendant des heures et des heures, mais dans tous les cas, là, il est aussi important de gérer la crise que communiquer sur la crise aussi bien vers l'extérieur qu'en vers l'intérieur. Il faut absolument que cette communication soit coordonnée. Et c'est typiquement le rôle de plan de communication. Donc, c'est vrai que dans le cadre du département du Cher, si je me rappelle bien, il y a une cellule de communication qui existe et qui permet de communiquer d'une manière coordonnée et professionnelle, aussi bien vers l'extérieur, vers les médias, vers les journalistes, vers les sites, etc., mais aussi vers l'intérieur, parce que dans le cadre d'une crise, les collaborateurs, les agents, peu importe le nom qu'on donne, doivent être tenus au courant, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire au moment où la crise survient. Il y a énormément d'informations qui remontent du terrain, qui viennent d'intérieur, qui doivent partir vers l'extérieur. Il y a plusieurs exemples à donner, mais le rôle de la cellule de communication, entre autres, c'est de coordonner l'ensemble de cette information, permettre l'arbitrage des messages à transmettre, en tout cas donner les moyens et les outils à la direction d'arbitrer quels messages doivent pouvoir être transmis dans les deux sens, et puis de communiquer ces messages-là à travers le porte-parole qui est formé, etc. Un dispositif de crise, à quel moment il peut fonctionner? Donc, c'est formation et information. Donc, pour qu'il fonctionne, il est nécessaire que l'ensemble des parties prenantes soient informées de son existence, de ses principes et de ses objectifs. Donc, je parle bien d'un dispositif de crise. Les collaborateurs sont formés au processus, ces outils sont mis en œuvre, et les acteurs clés sont en mesure d'appliquer les procédures, d'utiliser les outils, de donner et assurer le suivi des bonnes directives en cas de crise. Donc, c'est vrai que Michael a bien expliqué ce qui est fait au niveau du conseil départemental, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et ce sont des choses qui permettent, si pas éviter la crise, à minima minimiser l'impact de cette crise. Donc, je passe la parole à Michael, je pense. Oui. Ah ouais. Du coup, bon, comme j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà un petit peu entamé sur cette diapositive-là, mais vous ne m'en voudrez pas. Effectivement, l'un des premiers points, c'est l'acculturation des personnels encadrants, donc que l'ensemble des cadres ont bien effectivement le même niveau d'information. Alors après, c'est vrai que par retour d'expérience, donc du coup, on a essayé de sensibiliser l'ensemble des encadrants, donc également chefs projet. Donc, la plupart ont été sensibilisés. Après, c'est vrai que pour certains, du coup, par retour d'expérience, ça a été assez anxiogène de parler de gestion de crise. Mais c'est vrai que c'est vraiment un mode de raisonnement à avoir. C'est en leur expliquant, enfin, je pense que beaucoup l'ont compris maintenant, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est pas faire peur, c'est avoir un mode de raisonnement. Et ce qu'il faut avoir derrière la gestion de crise, c'est vraiment plutôt la notion d'anticipation qui permet effectivement de gagner du temps si toutefois la crise arrive. Après, plus on fait de la gestion de crise, en fait, le message,
c'est que potentiellement, statistiquement, plus on diminue les chances aussi d'être exposé à la dite crise également. Donc ça, c'est des messages de communication. Donc on a bien sûr essayé de sensibiliser l'ensemble de nos personnels encadrants et les rassurer par rapport à ça. C'est que voilà, plus on se met dans une position, plus on accepte de consacrer un petit peu de temps en se mettant un petit peu dans une position défavorable, c'est aussi l'opportunité de se poser des questions, prendre de la hauteur par rapport à une problématique et simplement essayer de trouver déjà à ce niveau-là, essayer de trouver des premières pistes de réflexion. Et effectivement, quand on a déjà fait ce travail de réflexion, si toutefois la crise arrive derrière, du coup, on a gagné du temps. Et c'est ça qui est important. D'autant plus que généralement plus, quand on est confronté à une réelle crise, on ne sait pas forcément comment on va forcément gérer. Il y a forcément du stress qui va rentrer en compte. Du coup, en situation de stress, on réagit tous plus ou moins différemment. Et c'est vrai que des choses qui peuvent paraître évidentes dans une situation normale, en situation de crise, on va peut-être pas forcément y penser. Voilà. Donc, c'est vrai que l'acculturation, c'est vrai que c'est un long travail, c'est long. Enfin, plus une organisation est importante, plus c'est quelque chose qui est long, mais en tout cas c'est nécessaire. Et puis du coup c'était une partie qu'on a amorcée. Aujourd'hui, tous nos cadres ont été sensibilisés, mais aujourd'hui c'est pas suffisant. Bien sûr, il va falloir continuer à sensibiliser ces personnels. Après, bon, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est important pour la direction générale d'avoir un peu une vision constante globale des risques de la collectivité, parce que c'est ce qu'on disait, hein. Aujourd'hui, plus une organisation est importante et plus il y a un décalage de vision entre la vision des directions générales et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et ça, nous, on le constate même à l'échelon des directions. Et c'est vrai, on a eu beaucoup d'écueils sur certaines mesures, simplement parce que comme il y a très peu de remontée d'informations d'un côté, et qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, s'il n'y a pas de remontée d'informations, des fois, effectivement, les décisions qui peuvent être prises peuvent être un petit peu en décalage par rapport aux réels besoins de la collectivité. Et du coup, là, ça fait, là, pour le coup, c'est pas forcément très, très intéressant, parce que là, c'est un moyen malheureux, en fait, de choisir une mesure qui n'est pas forcément adaptée, potentiellement, c'est de l'argent qui est globalement perdu. Parce que si la mesure n'est pas vraiment acceptée, on peut être sûr que si elle n'est pas acceptée et qu'elle est vraiment en décalage par rapport aux besoins terrain, en fait, là, il y a un risque effectivement d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Donc ça nous est arrivé. Et c'est en ça où la direction générale, comme chaque direction, a besoin effectivement d'avoir une vision globale des risques pour pas surréagir à un événement indésirable. Parce que ça, c'est l'écueil, justement. C'est lorsqu'on n'a pas une vision globale des risques, si toutefois à un moment donné, il y a quelque chose de grave qui arrive, on risque de surréagir et peut-être dépenser beaucoup d'argent sur une action, pour le coup. Et c'est là, on risque effectivement de trop dépenser sur une mesure qui n'est pas adaptée, en occultant peut-être un risque à côté qu'on n'aurait pas vu et qui, pour le coup, serait beaucoup plus préjudiciable pour la collectivité. Donc c'est vrai que cette vision globale, elle a vraiment une nécessité pour la direction générale. Donc après, ce qui nous a amené là en 2023 de faire une formation des directeurs et l'ensemble des membres de la direction générale à la gestion de crise. Donc ça, c'est une formation qu'on a fait du coup avec Marc et la société Carinel. Donc ça, je pense qu'on en reparlera un petit peu sur le retour d'expérience un petit peu plus tard. Tout à fait, on en parle un peu. Ouais. Donc du coup, ça a été indispensable pour le coup. Et après, autre action qui a été menée, c'est aussi désignation de référents au sein de chaque direction, un petit peu des référents crise qui soient à même de suppléer un directeur en cas de gestion de crise. Voilà. Ok. Je vais reprendre la parole, il nous reste à peu près un quart d'heure, et si on veut laisser un petit peu de temps aux questions, je vais essayer de passer assez rapidement sur ces parties-là pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Pourquoi faut-il simuler la crise? En fait, on n'est jamais trop préparé. Et pour être préparé, il faut s'entraîner, il faut faire des exercices, il faut savoir si ça marche ou pas. Et donc, un des objectifs des exercices de crise, c'est valider que les acteurs clés savent agir sous pression et ils savent comment se conduire, où sont les documents, quelles sont les procédures, comment on peut préparer l'organisation. Et puis, sans critique aucune, parce que là, en fait, l'idée, c'est pas de dire vous avez bien fait ou mal fait, mais surtout analyser les manques et adapter l'organisation. Donc, ce sont les deux raisons principales de notre point de vue pourquoi simuler la crise.
quels sont les prérequis? Un, il faut former les acteurs. Deux, il faut que l'organisation soit structurée autant que possible. Et trois, les outils et procédures sont en place, au moins dans une première version, étant donné qu'un des objectifs des exercices de crise, c'est aussi adapter et améliorer l'organisation. Comment on la prépare? Premièrement, on essaie de créer des scénarios crédibles qui correspondent au mode de fonctionnement et aux enjeux de l'organisation. On place les acteurs dans un environnement de crise réelle, c'est-à-dire on se met dans une salle, dans le cas d'une cyber, on coupe, en tout cas on fait semblant de couper les liens, etc. Et puis, donc, c'est-à-dire qu'on essaie de se rapprocher autant que possible de crise réelle. Donc, on crée la cellule de crise, on la place dans un lieu dédié à la cellule de crise. Et puis, pour, entre autres, augmenter un petit peu la pression, on crée des jeux de données de communication entrantes. Ça peut être les appels téléphoniques, ça peut être les messages sur Facebook, ça peut être mille et une choses qui correspondent à la vraie vie de l'organisation pour laquelle cette simulation est faite. Comment on peut s'assurer de la réussite? Donc, un, il faut impliquer la direction. Et deux, il faut mettre, dans le sens noble du terme, parce que ça peut être mal interprété, mettre les participants sous pression. L'idée, c'est d'essayer de se rapprocher autant que possible d'une situation réelle. Donc, il faut le sérieux managérial, il faut un rythme relativement élevé de communication entrantes, et puis il faut un reporting régulier auprès de la direction. Je fais l'accent sur le rythme de communication entrante. Il y a plusieurs manières de faire les exercices, les simulations. Ça peut être répéter les procédures, ça peut être l'exercice sur table, etc. Ce qui s'avère être le plus porteur, c'est effectivement les simulations non réelles avec les communications entrantes, c'est-à-dire avec mise sous pression de la personne qui reçoit les appels, avec la mise sous pression à travers les simulations sur Facebook, sur Twitter, etc. Bien évidemment, ce sont des fausses communications, mais une fois qu'on commence à rentrer et le rythme est assez élevé, assez rapidement, les gens se mettent sous pression. Et puis, une fois que l'exercice est fait, comment peut-on tirer les bénéfices des résultats? Faire le débrief, retour à chaud avec les participants et des organisateurs. Voilà ce qu'on a compris, voilà comment on s'est senti, voilà ce qui a été bien fait, voilà ce qui n'a pas été bien fait, etc. Donc, ça permet aussi, sans critique, d'une manière assez neutre, à chacun de savoir où est-ce que c'est positionné, ce qui a été bien fait, ce qui peut être fait encore mieux. Analyser les questionnaires de satisfaction, ça sous-entend qu'il y a des questionnaires de satisfaction, mais en tout cas faire l'analyse. Et puis, à froid, faire l'analyse détaillée des points positifs et négatifs sur le positionnement, sur la solidité d'organisation, des outils, procédures mises en œuvre. Le but de cet exercice-là n'est pas critiquer et dire « Ah, ça, c'est mal fait ». Le but, plutôt, c'est de le faire, mettre les gens en situation, voir ce qui marche et qui ne va pas être changé, et puis trouver la marge de progression, en tout cas les étapes, les choses qui doivent être améliorées pour que dans la situation de crise réelle, ça fonctionne encore mieux. Et puis, construire et mettre en œuvre un plan d'adaptation. Je ne sais pas, Michael, Joël, je ne sais pas qui va revenir là-dessus, c'est à peu près le dernier slide. Ouais. Du coup, juste, je vais amorcer, puis je pense que Joël Martinet complétera. Du coup, le retour d'expérience au niveau de la formation des directeurs et membres de la DG, je pense que ça a été, pour le coup, très positif. Je pense que ça a permis à certains de prendre conscience. Après, M. Martinet, je pense que vous voulez peut-être, je vais laisser la parole peut-être pour étayer là, sur ce point. Tout à fait. En fait, nous, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, il y avait de la réticence sur cette démarche de gestion de crise, gestion des risques dans notre collectivité. Et dès que nous avons mis en place cette formation, que nous avons très clairement simulé des exercices, à la fin de la journée, j'ai des directeurs qui ont à 99% compris l'utilité de se préparer, qui ont vu ce qui leur manquait dans leur direction et qui sont pris le problème à bras-le-corps et qui ont commencé à corriger leur plan de continuité d'activité. Donc vraiment, ça a été ultra bénéfique chez nous et pour ceux qui étaient les plus réticents, ils sont désormais convaincus de la nécessité de se former à cette gestion de crise et surtout de faire des exercices réels avec des cas vraiment réels. Et ça a vraiment permis de faire prendre conscience à l'ensemble des directeurs. Et c'est vraiment important. Oui.
Après, nous, au niveau du rétexte, bien évidemment, c'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, pour compléter un petit peu ce que disait Joël Martinet, c'est que toutes les directions aujourd'hui ont bien mesuré ce qui allait, ce qui n'allait pas, effectivement, dans ce qu'ils avaient anticipé. Beaucoup ont pris la mesure, pour le coup. Et effectivement, comme le disait Marc un petit peu tout à l'heure, il y a forcément des trucs qui ne vont pas dans un exercice de gestion de crise. Mais dans tous les cas, on sait très bien qu'en cas de crise réelle, ça sera exactement la même chose. Donc c'est toujours effectivement. Alors il faut toujours rester humble parce que moi, le premier, j'avais imaginé tout un tas de choses, et puis il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres pas du tout, pour le coup. Mais effectivement, il y a qu'en les éprouvant et qu'en faisant d'exercices, en essayant de tendre vers une situation réelle, qu'on peut effectivement vérifier que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, l'évaluer et puis après prendre des mesures pour essayer de corriger. Mais là, effectivement, je pense que au départ, beaucoup de réticences, et là, je pense que la plupart des directions ont été emmenées et acceptent désormais de consacrer du temps justement pour travailler sur, en tout cas sur les sujets qui sont en lien avec ces sujets-là. Ok. Ouais. Moi, je pense que ce qui est important, c'est dans le cadre de cet exercice-là, à partir du principe, il n'y a aucun jugement de valeur, parce que si on fait cet exercice-là la première fois, ou même la deuxième, ou même la troisième, il y a forcément des choses qui n'iront pas. Donc, plutôt que de dire non, ça n'allait pas, etc., autant de dire voilà, ça peut être fait mieux. Et puis, dans les faits, c'est les gens eux-mêmes, étant donné que ceux qui connaissent leur travail, trouvent les solutions pour s'améliorer. Écoutez, je vous remercie Michael, je remercie Joël. On est arrivé au dernier slide, il nous reste 5 minutes, on a même réussi à rentrer dans les temps, et je remercie les intervenants. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.